Automatique de données. Je rappelle quand même ce que c'est parce que ça a toute son importance, notamment au niveau de l'amnistie, qui est notamment le premier thème du jour de cette conférence, l'amnistie fiscale pour les étrangers au Maroc. L'échange automatique de données, c'est quoi? C'est depuis quelques années. Il a été décidé, comme l'a évoqué Jérôme, un certain nombre de pays ont décidé de donner des informations bancaires sur des personnes vis-à-vis des fiscs étrangers. Je prends donc un exemple. Je suis un Français de France, j'ai un compte en Suisse. En ma qualité de résident fiscal en France, désormais, le banquier suisse va automatiquement donner une information au fisc suisse du fait que j'ai un compte bancaire en Suisse et il va indiquer le montant qu'il y a sur ce compte bancaire. Le fisc suisse va automatiquement donner cette information au fisc français. Et le fisc français va naturellement regarder si j'ai déclaré ce compte bancaire. Alors, cet échange automatique de données, la plupart des pays dans le monde l'ont signé, même les Bahamas. Les États-Unis, non, puisque comme l'a dit Jérôme, les États-Unis sont plus intelligents que les autres. Bon. Donc, le Maroc n'est pas encore signataire. À mon sens, mais je n'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers des autorités marocaines, à mon sens, il ne devrait pas tarder à l'être. Pourquoi? Déjà pour des raisons politiques. Le Maroc se veut, comme dans beaucoup de pays, être un bon élève au niveau international, rentrer dans le concert des nations et va naturellement se plier, comme la plupart des pays de la planète, à cette nouvelle exigence. Petit rappel des épisodes précédents. Saison 1, en 2014, le Maroc met en place la contribution libératoire pour les Marocains, au niveau du patrimoine que les Marocains détiennent à l'étranger. Je rappelle d'ailleurs qu'à cette époque-là, le texte qui sort officiellement de loi ne vise pas les Marocains, il vise les résidents fiscaux du Maroc. Tout de suite après, on a une circulaire de l'Office d'échange qui dit non, ça concerne exclusivement les Marocains. Et je rappelle aux binationaux qu'ils sont avant tout Marocains au Maroc, notamment vis-à-vis de la réglementation d'échange. Et donc là, on nous dit, tous les Marocains, vous allez payer 10% sur le patrimoine que vous avez à l'étranger. 10% de la valeur du bien immobilier, 10% de la valeur du portefeuille, à l'époque où vous l'avez acheté sur la base du prix d'acquisition. Un certain nombre de Marocains répondent à l'appel. Je crois qu'on a encaissé à peu près 20 milliards de dirhams, peut-être plus. C'était la saison 1. Saison 2, il y a un an de ça, la prescription fiscale passe de 4 à 10 ans. C'est quoi la prescription fiscale? L'administration fiscale vient vous contrôler. Il y a 2 ans de ça, elle pouvait revenir 4 ans en arrière. Désormais, elle peut venir 10 ans en arrière. Saison 3, c'est aujourd'hui. Saison 3, 2 choses dans la loi de finances 2018 au Maroc. La première chose, j'ai plus la référence de l'article, c'est 214, je crois, 5 ou quelque chose comme ça. On prévoit justement l'échange automatique de données, c'est-à-dire qu'on dit à l'administration fiscale et on dit aux banques et aux assurances au Maroc, on dit aux banques et aux assurances, si l'administration fiscale vous demande des éléments, vous devez les donner et elle sera susceptible de les transmettre à l'étranger. Et de la même manière, l'administration fiscale marocaine est en droit de pouvoir obtenir des éléments de la part du fisc étranger. Donc le législateur prépare dans le Code général des impôts déjà la capacité juridique à son administration d'intervenir dans l'échange automatique de données. Également, toujours dans la saison où nous sommes, la saison 3, l'amnistie fiscale pour les étrangers. Gros thème du jour qui fait que beaucoup d'entre vous êtes là aujourd'hui et que je vais aborder incessamment. Je vous fais la bande-annonce de la saison 4. À mon sens, si ce n'est pas en 2019, 2020, 2021, il y a peut-être des chances que le Maroc signe aussi ce qu'on appelle le CRS en anglais,
au niveau de l'OCDE, c'est-à-dire cet accord multilatéral mondial où je vais balancer des données. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de gens qui, je me rappelle de Marocains qui étaient venus me voir au moment de la contribution libératoire, et là maintenant d'étrangers, principalement des compatriotes des Français, les gens se disent, est-ce qu'il faut que je déclare ou je ne déclare pas l'amnistie? La grande question. Alors c'est pas moi qui vais y répondre, parce que c'est pas mon patrimoine, c'est pas mon argent, et c'est pas moi qui dors dans votre lit. C'est-à-dire, vous voulez dormir tranquille ou non? Ça dépend. Donc, ce que je dis simplement, c'est que peut-être dans 2 ans, le fisc marocain aura l'information de comptes bancaires un peu partout dans le monde que vous détenez. À ce moment-là, il sera en mesure de revenir vers vous et vous dire, je vous rappelle que la prescription c'est 10 ans, de venir sur les 10 dernières années, de calculer les revenus que vous ne lui avez pas déclarés et de vous imposer là-dessus. Donc 10 ans d'impôt d'un coup d'un seul, généralement ça peut faire mal, mais en plus de ça, il y a des majorations et des pénalités de retard. Majoration, ça peut aller assez rapidement à 10%, voire 15%, et ensuite, c'est 0,5% de pénalité de retard par mois. Ça veut dire 6% par an. Ça veut dire, sur 10 ans, 60%. Donc j'avais un revenu de 100, imaginons que l'impôt que j'aurais dû payer au Maroc était de 20, je vais me retrouver peut-être à payer jusqu'à 80% de l'impôt dû, donc je ne vais peut-être pas payer les 20 que j'aurais dû, mais 40. Chaque année. Hein. Donc l'enjeu de cette amnistie fiscale, elle est là. Et quand on regarde les épisodes précédents et qu'on s'imagine les futurs épisodes, on se dit effectivement, le risque est grand qu'à un moment, il y a des informations qui soient transmises au fisc et qu'on vienne me rechercher et qu'on me fasse payer. Alors, cette amnistie fiscale, nous allons donc en parler. Cette amnistie fiscale, elle porte sur les revenus de 2016. Et c'est là où moi je suis un peu interpellé. Pourquoi? Parce qu'on nous dit la chose suivante. On nous dit, voilà, vous allez déclarer vos revenus 2016, je vais rentrer dans le détail de ce qu'il faut déclarer, ce qu'il faut déclarer. Vous allez payer un impôt libératoire, la contribution libératoire pour les étrangers, 10%, et vous serez amnistié sur toute la période précédente. Super. On n'a pas oublié une année, là? 2017. Qu'est-ce qu'on fait pour 2017? Eh bien, en 2017, on déclare naturellement ses revenus et on paye l'impôt normal. Quel est le délai pour le faire? Le 28 février. Eh oui. Tout le monde n'avait pas compris ce coup-là, je crois. C'est pour ça que je vous ai dit au début de notre entretien, parlez un peu autour de vous. Parce que il y a peut-être des gens qui se disent, bon, l'amnistie fiscale pour les étrangers, qu'est-ce que c'est? Il y a une conférence à Casa, je vais voir, je vais en discuter avec mes copains, je connais quelques personnes bien placées dans l'administration, ils vont me donner leurs sentiments, je vais voir ce que je déclare pas, comment je le déclare. De toute façon, j'ai toute l'année pour le faire. Et vous avez raison de prendre votre temps, parce que l'administration n'est pas encore très au point là-dessus. Donc moi, je ne pense pas faire de déclaration pour le compte de mes clients avant septembre au moins, quand il y aurait eu des échanges, comme il y avait eu pour la contribution libératoire des Marocains. Il y a eu beaucoup d'échanges, des questions avec les banques, etc. Et on y a vu un peu plus clair vers la fin. Mais la personne qui attend, ce qu'elle ne réalise pas, c'est que au 28 février, dans un mois, elle doit faire une déclaration sur ses revenus donc étrangers. Celle qu'elle imagine, qu'elle suppose qu'elle va déclarer au titre de 2016 dans le courant de l'année 2018, puisqu'on a toute l'année 2018 pour faire cette amnistie fiscale. Si vous faites votre amnistie fiscale en septembre, en octobre, mais que vous n'avez pas déclaré vos revenus de 2017, l'année 2017, elle, n'est pas incluse dans l'amnistie, donc vous allez devoir payer des impôts, plus les pénalités et les majorations de retard. Ça, c'est la première chose. Je n'ai pas compris pourquoi on ne faisait pas cette amnistie fiscale sur 2017. Je ne dois pas avoir une bonne logique.
Donc, c'est un premier point. Donc, ça veut dire que ceux qui, d'entre vous, ou vos clients, ou vos connaissances, souhaitent effectivement faire cette amnistie fiscale, il faut déjà qu'au 28 février, ils se déclarent. Alors, ils peuvent ne pas le faire. C'est pas grave. Ils le feront plus tard. Ils paieront des pénalités de retard. Minimum 10% plus 0,5% de pénalité de retard par mois sur l'impôt à payer. Alors, si on veut se déclarer, on parle de quoi? On parle des gens qui, en fin de compte, ne se sont jamais déclarés. Comme vous le savez, au Maroc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un identifiant fiscal selon le type de revenu que vous avez. Si vous êtes uniquement salarié, si vous percevez uniquement des dividendes, vous n'avez pas d'identifiant fiscal, puisque l'impôt est prélevé à la source. Il faut avoir plusieurs types de revenus, des revenus fonciers, des revenus étrangers, autres, pour un moment faire une déclaration de revenus qui se fait effectivement avant le 1er mars, et ce qui se fait régulièrement. Pour ceux qui ont peut-être eu toujours des revenus dans lesquels ils n'avaient pas d'identifiant fiscal au Maroc, mais qui ont des revenus à l'étranger qu'ils n'ont jamais déclarés au Maroc, ils ont besoin d'un identifiant fiscal pour faire leur déclaration en ligne et uniquement en ligne d'ici le 28 février. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors concrètement, Myriam Tessandier-Larbi, qui est ici présente, qui est une experte comptable avec qui je travaille, avec qui on fait généralement les déclarations de revenus des gens, nous sommes pris par la main tous les deux et nous sommes allés au centre des impôts, d'où je dépends. Et donc, je suis allé au centre des impôts et je suis allé c'est à rue d'Agadir. Alors, il y a différents centres, hein, ça dépend du secteur où on dépend. Et je suis allé donc à rue d'Agadir et je suis arrivé au desk, au comptoir d'accueil. Et j'ai dit, voilà, je voudrais obtenir un numéro d'identifiant fiscal pour faire ma déclaration en ligne et mes codes électroniques. Donc, il y a eu un moment de flou. Les personnes sont toujours très serviables et très sympathiques. Et en plus, quand vous êtes étranger, vraiment, elles sont sympathiques. Je dis ça pour les gens qui ne l'ont jamais fait et qui se disent « Oh là là, il faut que j'aille à l'administration fiscale ». N'ayez crainte, allez-y. Mais ça peut être un peu compliqué. Donc, au bout d'un moment, on trouve le formulaire qui va bien. Bon, on tourne sur plusieurs guichets. À la fin, on arrive au niveau du guichet. Je donne le document avec la photocopie de ma carte d'identité en demandant l'identifiant fiscal. Et là, les questions commencent tout de suite au guichet. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous ne payez pas des impôts, etc. Je dis, bah, moi, je perçois que des dividendes de ma société, mais, lui dis-je, ce n'est pas vrai, mais c'était pour l'histoire, lui dis-je, j'ai des revenus à l'étranger que je voudrais déclarer. Ah, il me dit, il me faut les justificatifs. Je dis, oui, mais là, je ne les ai pas parce que la banque ne me les a pas encore transmises, machin, etc. Il me dit, bon, je prends le dossier, mais on va voir si le chef te donne le numéro. On va examiner ton dossier. Il me dit, reviens dans 3 jours. Et nous revenons dans 3 jours. Et je lui demande, il me dit, ah non, on a examiné ton dossier, on veut le justificatif de domicile, pour s'assurer que tu es bien résident, et on veut tous les justificatifs de tes revenus à l'étranger, pour que on te donne un identifiant fiscal, et grâce à cet identifiant fiscal, je pourrai rentrer obtenir des codes électroniques, m'inscrire en ligne, mettre mes justificatifs en ligne et payer spontanément l'impôt immédiatement, soit avec une carte bancaire en ligne, soit, si je n'ai pas la carte, je vais à la banque, normalement n'importe quelle banque, je vous conseille déjà de voir ça avec votre propre banque, pour aller payer en cash l'impôt à la banque et obtenir une attestation. Ça, c'est avant le 1er mars. Bien. Alors, cette simple formalité étant réglée maintenant, nous pouvons nous atteler à cette fameuse amnistie fiscale. Alors, l'amnistie fiscale, chose un peu étonnante, j'ai le document, mais vous pouvez le trouver en ligne sur le site des impôts. Le site des impôts est relativement bien fait. On a beaucoup d'informations dessus. Vous avez notamment le Code général des impôts. Ça, c'est plutôt réservé à des gens comme nous, mais c'est toujours bon de comprendre
Et cette amnistie fiscale, c'est surtout ce papier. Si vous allez sur le site web tax.gov.ma, vous allez chercher dans les formulaires fiscaux, et dans les formulaires fiscaux, vous cherchez, pardon, tax.gov.ma. Ça veut dire fiscalité, gouvernement, Maroc. Et, pardon? Ah, le numéro, oui. Bon. On va laisser les gens chercher, c'est amusant aussi. Donc, vous allez trouver ce formulaire dans les formulaires fiscaux. Alors, vous devez renseigner des fois des champs. Donc, c'est impôt sur le particulier, impôt sur le revenu, paiement de l'impôt. Et après, vous allez avoir en arabe ou en français. Et vous allez voir marqué contribution libératoire pour les étrangers, etc. Voilà ce qu'il faut déclarer d'ici le 31 décembre. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais si vous avez beaucoup de patrimoine, vous pourrez faire plusieurs photocopies. Et qu'est-ce qu'on a? On a nature d'actifs détenus à l'étranger, pays où les avoirs sont détenus. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais tous les participants à la conférence ont naturellement donné leur email, et dans leur email, on va vous envoyer des éléments, des slides, des textes, des formulaires, comme ça vous aurez la panoplie. Alors, description des avoirs, valeur d'origine. Pour les Marocains, ça doit leur rappeler quelque chose, tout ça, parce que c'est quasimodo un copier-coller de la contribution libératoire. Montant des revenus générés, colonne A. Montant des profits générés, colonne B. Total A, B. Montant de la contribution multiplié par 10%. C'est bête comme chou. Il suffit de la remplir. Alors, de quoi parle-t-on? Il y a 3 types d'actifs. Biens immeubles, actifs financiers, avoirs liquides. Et là, déjà, j'ai une première réaction en tant que fiscaliste, je suis surpris. Il n'y a que des actifs patrimoniaux, mais il n'y a pas de revenus. Par exemple, des pensions de retraite, par exemple des salaires, des revenus professionnels. Il n'y a pas tout ça, c'est que des revenus patrimoniaux. À mon avis, il y a eu un loupé. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre. Parce que ce n'est pas envisageable, enfin moi je veux bien, c'est parfait. Si on me dit monsieur, vous payez 10% que là-dessus, on oublie tous les autres revenus, on vous en fait grâce, vous êtes amnistié sur la période, merci beaucoup. Ce n'est pas logique. Je rappelle que des pensions de retraite, tout le monde ne les déclare pas au Maroc. Et je connais pas mal de détachés qui perçoivent des revenus à l'étranger, par exemple en France, des revenus salariaux également au Maroc, et on ne connaît au Maroc que les revenus salariaux marocains. Je suis étonné que tout ça passe à l'as, mais pourquoi pas? Alors, on va tomber sur le premier, c'est les biens immeubles. Les biens immeubles, alors tout le monde va me dire, bon, ben moi j'ai un petit appartement en France, en Espagne, que sais-je, etc. Mais je subis déjà l'impôt là-dessus. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, et là je reviens vers ce que disait Jérôme tout à l'heure, il y a des conventions fiscales de non-double imposition. Le Maroc est signataire avec 51 pays. Il y en a 52 avec le Libéria. Je ne sais pas si vous avez un petit appartement au Libéria, mais vous avez 51 pays. Ça couvre quasiment toute l'Europe, un peu l'Afrique, les États-Unis, le Canada, enfin des pays du Moyen-Orient, le Qatar, les Émirats arabes unis, etc. Donc, dans toutes ces conventions, parce que c'est un modèle OCDE, classique, basique, dans toutes ces conventions, lorsque vous avez un bien immobilier dans un État, vous payez l'impôt dans cet État, l'impôt n'est dû que dans cet État. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça permet de nous faire vivre à nous, les fiscalistes. Il y a toujours un mais. On a ce qu'on appelle le quotient effectif d'imposition, le taux effectif d'imposition. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là?
Dans la plupart des pays, au Maroc notamment, vous devez déclarer ces revenus-là au Maroc. Vous n'allez pas être imposé dessus, puisque vous avez déjà été imposé. Mais éventuellement, ça va vous faire passer de tranches d'imposition. Je vous rappelle qu'au Maroc, il y a un barème progressif de l'impôt sur le revenu qui va jusqu'à 38% dès qu'on dépasse 180 000 dirhams. Et vous allez déclarer dans vos revenus ces revenus fonciers, mais vous pouvez vous asseoir à côté, bien sûr, madame. Merci. Mais dans ces revenus fonciers que vous allez indiquer, vous ne serez pas imposé directement sur ces revenus, mais ça va vous faire monter de tranche. C'est-à-dire que j'ai d'autres revenus que j'ai déclarés. J'étais peut-être dans une tranche à 25%. J'inclus mes revenus fonciers étrangers, je passe à 35%. Et donc, je vais payer plus d'impôts. Je ne serai pas imposé, on fait une petite règle de 3, je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, là n'est pas la question. Je fais une petite règle de 3, mais vous aurez donc de l'impôt à payer supplémentaire. Donc, ces revenus fonciers que vous avez, il faut les déclarer. Alors, le problème qu'on a, que moi j'ai, mais que vous allez avoir, c'est que dans les biens immeubles qui est indiqué, on dit pays où les avoirs sont détenus. France. Description des avoirs. Un appartement dans le 17e. Valeur d'origine souscrit, je sais pas, 300 000 euros. Je vois qu'on connaît bien les prix. Hein. Bon, très bien. Montant des revenus générés. J'ai des revenus générés. Enfin, je fais une déclaration, en cas d'une amnistie fiscale à une administration, je vais naturellement donner mes revenus, puisque je le loue cet appartement. Donc il me fait, je crois que vous connaissez les prix peut-être, 1500 euros à peu près. 1500 euros par mois, merci. Donc peut-être 17 000 euros. Total, 17 000 euros. Montant de la contribution libératoire, 10%. Est-ce qu'on va tenir compte du fait que quand j'ai mis que le bien était détenu en France, on va se dire non, on ne va pas l'imposer à 10%. On va tenir compte du fait qu'il y a une convention. Normalement, ça devrait incrémenter. On n'est pas sur une déclaration de revenus. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais payer 10% sur ces revenus-là? Parce que certainement, l'impôt, enfin peut-être, n'aurait pas été de 10%. Si j'avais valablement déclaré ce revenu-là de la manière dont je vous l'ai indiqué. Qu'est-ce qu'on fait? On le déclare ou on ne le déclare pas? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas encore la réponse. Je ne doute pas qu'on l'aura d'ici le 31 décembre. Est-ce que je le déclare? J'ai envie de me dire, bon, les actifs immobiliers, c'est là où qu'est-ce que je fais en tant que bon petit avocat fiscaliste? Pour l'instant, je n'ai pas l'information des autorités. Qu'est-ce que je fais? Je regarde le texte. C'est le texte sur la contribution libératoire des étrangers telle qu'elle est parue au journal officiel. C'est ce qu'on va vous adresser par email. Il n'y a pas grand-chose, il y a 2 pages. On nous dit par les personnes physiques de nationalité étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le Code général des impôts, au titre des dits revenus et profits. Déjà, vous êtes dans une situation irrégulière si vous n'avez pas fait la déclaration des revenus fonciers, ne serait-ce que ceux-là, parce qu'il fallait en tenir compte naturellement pour les raisons que je vous ai dit du taux effectif d'imposition. Bon. Mais somme toute, on me dit, à un moment, obligation de déclaration. Les personnes visées, paragraphe 1A, que je vous ai cité, peuvent bénéficier de la dispense du paiement des impôts, donc ça c'est l'amnistie fiscale, sous réserve de déposer une déclaration, celle que je vous ai montrée, faisant ressortir le montant des revenus et profits générés par les dits avoirs et liquidités détenus à l'étranger et comportement les renseignements suivants. Moi, ce qui attire mon œil de juriste, c'est faisant ressortir
le montant des revenus et profits générés par les dits avoirs. Qui me fait dire déjà que si j'ai un pied-à-terre qui est à moi que je ne loue pas, je ne le déclare pas. C'est ma première réaction. Le deuxième, il génère bien des revenus. L'appartement que j'ai dans le 17e, que je loue 1 500 €, on m'a dit que c'était le bon prix, 1 500 € par mois, il génère bien des revenus, je le déclare, je paye 10%. Actuellement, tel que je lis le texte, je ne peux pas vous dire autre chose. J'attends. Alors, on a un deuxième type d'avoir, les actifs financiers. Les actifs financiers, c'est un contrat d'assurance vie, des actions en direct que j'ai dans une société avec mon frère, il a une SARL en France, en Espagne. J'ai un portefeuille de valeurs mobilières en Suisse, j'ai plusieurs millions. Pas moi, j'aurais bien aimé, mais non.